Le détroit de Taïwan, ce bras de mer de 180 km de large qui sépare l'île rebelle du continent chinois, vient de basculer dans une dimension inédite, s'affirmant désormais comme le point de rupture le plus périlleux de la géopolitique mondiale contemporaine. Alors que les tensions dans le détroit d'Ormuz ont longtemps accaparé l'attention des chancelleries, les événements survenus ces derniers jours entre la Chine et le Japon exigent une analyse exhaustive et rigoureuse de ce qui s'apparente à une mutation profonde de l'équilibre des forces en Asie-Pacifique. Les informations recueillies par nos correspondants et les experts de chroniques militaires dessinent le portrait d'une région au bord de la déflagration, où chaque mouvement naval devient une déclaration de guerre potentielle. Pendant des années, Pékin avait érigé le détroit de Taïwan en sanctuaire intouchable, un espace souverain où la volonté du Parti communiste chinois devait faire loi. L'objectif de Xi Jinping était d'une simplicité désarmante mais d'une ambition colossale, bloquer Taïwan par une pression constante, établir une présence militaire permanente sur les îlots environnants, maintenir les forces américaines et japonaises à une distance respectable de ces eaux et transformer graduellement ce détroit international en une mer intérieure chinoise. Pour parvenir à ces fins, l'appareil sécuritaire chinois n'a pas lésiné sur les moyens, déployant des navires de la garde côtière autour des îles Senkaku 357 jours par an, soit une présence quasi ininterrompue. L'espace aérien de Taïwan, quant à lui, subit des milliers de violations annuelles, obligeant les pilotes taïwanais à une usure permanente. Parallèlement, la construction d'îles artificielles militarisées dans les mers de Chine orientale et méridionale visait à verrouiller l'accès au large. Ce plan, méticuleusement orchestré, semblait fonctionner jusqu'à ce qu'un événement ne vienne le briser avec un fracas assourdissant. Le 17 avril 2026 fera date dans les annales militaires. Ce jour-là, le destroyer japonais Shosta S. Ikauchi a pénétré dans le détroit de Taïwan, transpondeur AIS délibérément éteint, plongeant les radars de surveillance dans une incertitude tactique majeure. Pendant 14 heures, le bâtiment nippon a navigué à seulement 130 km des côtes continentales chinoises, au cœur même de ces eaux que Pékin revendique comme son domaine privé. Un seul navire, mais dont l'impact symbolique et stratégique a provoqué une réaction d'une virulence telle que si c'était une flotte entière qui avait été déployée. Le choix du moment n'était en rien le fruit du hasard, car ce transit coïncidait précisément avec le 131e anniversaire du traité de Shimonoseki de 1895. Cet accord historique qui, après la première guerre sino-japonaise, avait forcé la Chine à céder Taïwan au Japon. La Chine a observé le passage de l'Ikauchi, incapable de l'arrêter physiquement. Elle a protesté avec véhémence par les canaux diplomatiques, mais n'a pu bloquer sa progression. Elle a diffusé des images de drones pour tenter de sauver les apparences, mais n'a jamais réussi à faire reculer le navire. En guise de représailles et pour tenter une manœuvre de dissuasion désespérée, Pékin a envoyé le lendemain son propre destroyer à travers le détroit d'Ozumi, près des côtes japonaises. Pourtant, pour les observateurs avertis, ce geste n'était pas une démonstration de force, mais bien un aveu de faiblesse. Car au-delà de cet incident singulier, la réalité est que la Chine se retrouve aujourd'hui acculée de toutes parts. Un anneau de fer se resserre chaque jour un peu plus autour d'elle, composé de la 7e flotte américaine au nord, de la résistance taïwanaise à l'est, des batteries de missiles de l'armée de terre américaine aux Philippines au sud, et des sous-marins nucléaires de l'alliance AUKUS au sud-est. Le Japon, longtemps perçu comme un géant endormi par son pacifisme constitutionnel, vient de rejoindre activement ce dispositif d'encerclement, se transformant, pour Pékin, de cible potentielle en cauchemar éveillé. Derrière cette panique manifeste du régime chinois gît une blessure historique d'une profondeur insoupçonnée. Lorsque le porte-parole du ministère de la Défense, Yang Sugang, évoque une souffrance indescriptible et que son homologue des Affaires étrangères, Guo Jiakun, dénonce une provocation délibérée et une accumulation d'erreurs, leurs voix ne sont plus celles de la diplomatie standard, mais celles d'une angoisse viscérale. Pour comprendre l'origine de cette peur, il faut noter une différence fondamentale. Alors que les Marines américaines, britanniques, françaises ou canadiennes transitent régulièrement par ce détroit sans que la Chine n'évoque systématiquement la Seconde Guerre mondiale, l'envoi d'un seul navire japonais réveille instantanément les démons de 1937, l'occupation de la Mandchourie et les 50 millions de victimes chinoises. C'est ce qu'on appelle l'usage de l'arme historique. Dans la mémoire collective orchestrée par le parti, le Japon représente l'envahisseur barbare dont les communistes prétendent avoir sauvé la nation. Voir un Japon réarmé et audacieux n'est pas seulement un défi stratégique pour Pékin,
c'est une menace directe contre le récit fondateur même du régime. La crise de Nikauchi a ainsi cristallisé une paranoïa qui couvait depuis des mois. Déjà, en novembre 2025, un incident diplomatique d'une rare violence avait donné le ton lorsque le consul général de Chine à Osaka avait publié sur les réseaux sociaux des menaces de décapitation explicites contre le Premier ministre japonais, qualifiant le dirigeant de coups dégoûtants qu'il n'hésiterait pas à trancher. Bien que la publication ait été supprimée, Pékin n'a jamais condamné ces propos, préférant multiplier les sanctions économiques, de l'interdiction totale des fruits de mer japonais aux restrictions drastiques sur le tourisme et aux affrontements systématiques au sein des Nations Unies. Mais cette agressivité extérieure masque mal une déliquescence interne que Xi Jinping tente désespérément de contenir. La Chine traverse actuellement sa plus vaste purge militaire depuis la révolution culturelle. Le vice-président de la commission militaire centrale, Ge Weidong, a été limogé, suivi par le commandant du théâtre oriental et 2 chefs successifs de la force des fusées. Ces purges frappent au cœur de l'appareil qui serait chargé d'une invasion de Taïwan, suggérant des doutes profonds sur la loyauté ou l'efficacité de la hiérarchie. Sur le plan démographique, les chiffres sont alarmants. La population chinoise a chuté de 3 390 000 personnes en 2025. La baisse la plus massive depuis les famines de l'ère Mao. Malgré une population 10 fois supérieure à celle du Japon, la Chine a enregistré moins de naissances en chiffre absolu que son voisin nippon. L'investissement immobilier, moteur historique de la croissance, s'est effondré de 17%, tandis que l'armée populaire de libération n'a pas mené de véritable guerre depuis 45 ans, soulevant des interrogations sur sa capacité opérationnelle réelle. Les armes économiques de Pékin s'avèrent être à double tranchant. L'embargo sur les produits de la mer a ruiné les pêcheurs japonais, mais il a aussi forcé la fermeture de centaines d'usines de transformation en Chine. Les restrictions sur l'exportation de métaux critiques comme le gallium et le germanium, destinées à paralyser l'industrie japonaise, ont en réalité ralenti la propre production de puces chinoises, car celle-ci dépend crucialement des équipements de photolithographie nippons. Pour comprendre le vertige qui saisit Pékin, il suffit d'observer une carte. La géographie est la prison de la Chine. La première chaîne d'îles, qui s'étire du Japon aux Philippines en passant par Taïwan et les Ryukyu, bloque littéralement l'accès de la marine chinoise au grand large. Taïwan en est le verrou central, ce que le général MacArthur appelait déjà le porte-avions insubmersible. Si Taïwan tombe, la chaîne se brise et la flotte de Xi Jinping se déverse dans le Pacifique. Mais tant que Taïwan tient, la marine chinoise reste confinée à 3 passages étroits, Miyako, Bashi ou Malacca, tous sous surveillance étroite des Alliés. Pour briser ce siège, la Chine a construit la plus grande flotte du monde, avec plus de 370 navires de guerre, lançant son 3e porte-avions, le Fujian, doté de catapultes électromagnétiques. Pourtant, cette masse de fer reste piégée, derrière la première chaîne d'îles, tandis que les États-Unis consolident leur arsenal de retrait dans la seconde chaîne, à Guam, aux îles Mariannes et à Palau. L'équilibre régional est également bousculé par la guerre en Iran, qui oblige les porte-avions américains à se déplacer vers l'océan Indien. Dans ce vide relatif, le Japon a choisi de prendre ses responsabilités. Ce qui était autrefois une exclusivité américaine est désormais une action multilatérale. 7 nations, dont la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, patrouillent désormais dans le détroit. Au sud, les Philippines sont devenues un bastion avancé, avec 9 bases accessibles aux forces américaines, où des missiles Typhon capables d'atteindre 2500 km de portée menacent directement les bases navales du sud de la Chine. Les exercices Balikatan 2026, d'une ampleur inédite avec 17 000 soldats, ont vu pour la première fois la participation du Japon comme force de combat active, déployant des missiles anti-navires de type 88. Plus loin, l'alliance AUKUS prévoit le transfert de sous-marins nucléaires de classe Virginia à l'Australie, tandis que les États-Unis rouvrent l'aérodrome nord de Tinian, celui-là même d'où décollèrent les bombardiers atomiques vers Hiroshima et Nagasaki, une répétition ironique et glaçante de l'histoire, cette fois dirigée contre les ambitions hégémoniques de Pékin. Autour des îles Senkaku, une guerre silencieuse fait déjà rage. Les incursions chinoises ne sont plus de simples démonstrations, mais des manœuvres de zone grise où des navires de la garde côtière, armés de canons de 76 mm, testent quotidiennement la résilience japonaise. Face à cette pression, le Japon a opéré une métamorphose extraordinaire en seulement 3 ans. La première ministre Sanae Takaichi a franchi un Rubicon politique en novembre 2025,
en déclarant qu'une attaque contre Taïwan équivaudrait à une attaque contre le Japon. Ce changement de paradigme s'est accompagné d'actes concrets, l'obtention d'une majorité des 2/3 au Parlement pour amender l'article 9 de la Constitution, la pierre angulaire du pacifisme d'après-guerre. Un mur de missiles est en train de s'élever le long de l'arc Ryukyu, à seulement 110 km des côtes taïwanaises. Le Japon multiplie par 5 la portée de ses missiles anti-navires, commande des Tomahawk aux États-Unis et développe ses propres capacités hypersoniques prévues pour 2031. Le budget de la défense a atteint le record de 58 milliards de dollars, atteignant l'objectif de 2% du PIB avec 2 ans d'avance. La création d'un commandement des opérations conjointes en mars 2025 et l'intégration des forces japonaises et américaines sous une structure de quartier général unique marquent la fin d'une époque. Le Japon ne se contente plus de se défendre, il devient un pilier industriel de l'armement régional, exportant des frégates de classe Mogami à l'Australie et des missiles intercepteurs aux États-Unis. Ces radars surveillent désormais la mer de Chine méridionale depuis les Philippines, tissant un réseau de sécurité qui englobe l'Indonésie, la Malaisie et jusqu'à la Mongolie, créant une alternative crédible à l'initiative des nouvelles routes de la soie. Dans ce concert de réarmement, le silence de la Corée du Sud est particulièrement éloquent. Séoul, historiquement prompte à critiquer tout renforcement militaire japonais, préfère aujourd'hui se taire, signifiant que la menace existentielle chinoise surpasse les griefs du passé. Les deux anciens ennemis partagent désormais leurs renseignements et institutionnalisent des sommets trilatéraux avec Washington, un scénario que Pékin redoutait plus que tout. Taïwan, de son côté, observe cette montée en puissance avec une prudence extrême, ne commentant pas le passage des navires japonais pour ne pas donner de prétexte à une escalade immédiate, alors que les violations de sa zone d'identification aérienne par les chasseurs chinois battent record sur record. L'implication européenne, justifiée par le fait que 90% des semi-conducteurs avancés transitent par ce détroit, ajoute une couche de complexité internationale à cette poudrière. Pour les puissances occidentales, il ne s'agit pas seulement de principes de liberté de navigation, mais de survie économique. Le transit de l'Ikauchi le 17 avril 2026 n'était donc pas une simple opération de routine, mais le catalyseur d'une nouvelle ère. C'était la démonstration que le monde ne reconnaît pas le détroit de Taïwan comme une mer intérieure chinoise, et que le Japon est prêt à assumer le rôle de gardien de cette prison géographique où Pékin se sent enfermé. L'ironie veut que la marine chinoise elle-même utilise ce détroit pour ses propres mouvements, comme lors du passage du Fujian en décembre dernier, illustrant une inconsistance juridique flagrante. Le plan sur 50 ans de l'amiral Liu Waqing pour projeter la puissance chinoise vers le Pacifique se heurte aujourd'hui à une réalité brutale. Une coalition de nations déterminées, un Japon qui rompt avec 80 ans de retenue et une Chine dont les fragilités internes menacent de faire imploser ses ambitions extérieures. Le passage de ce destroyer japonais, solitaire mais résolu, aura suffi à révéler au monde que les lignes rouges de Pékin sont de plus en plus contestées et que le rapport de force en Asie vient de connaître un basculement irréversible. Merci d'avoir suivi ce reportage spécial sur Chronique militaire. Pour continuer à suivre l'évolution de ces tensions stratégiques et soutenir notre travail d'analyse indépendante, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à rejoindre notre communauté de membres via les options de soutien qui nous permettent de maintenir ce niveau de décryptage.